va augmenter le débit de filtration rénale. Et comment induire une vasoconstriction de l'artériole efférente? Eh bien, grâce à notre ennemi favori, l'angiotensine 2, qui a été testé justement chez des malades qui présentaient un état de choc septique et qui a montré qu'il permettait une augmentation significative de la pression artérielle moyenne par rapport au placebo, avec une baisse significative de recours à la noradrénaline, avec même une amélioration du score SOFA significative. Par contre, aucun effet sur la mortalité. Dans cette analyse post-hoc chez un sous-groupe de malades qui avaient nécessité le recours à l'épuration extra-rénale, là, les résultats étaient plutôt positifs, avec une survie à J28 meilleure chez les malades du groupe angiotensine 2 et un arrêt de l'épuration extra-rénale à J7 plus fréquent dans le groupe angiotensine 2. Donc, si ceci se confirme, dans de plus grandes cohortes, on peut envisager que l'angiotensine 2 pourrait améliorer l'état hémodynamique des patients qui ont une insuffisance rénale aiguë septique. Ça, c'était la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'il existerait des shunts intrarénaux, mais extraglomérulaires, entre l'artériole afférente et l'artériole efférente, qui expliquerait pourquoi le débit de filtration glomérulaire baissait. Eh bien, ça a été déjà montré dans les années 70, chez les rats en tout cas. Ici, de belles images en microscopie optique de l'artériole afférente qui arrive au niveau du glomérule et puis qui fait une courbure pour ressortir et rejoindre l'artériole efférente. On le voit mieux ici en microscopie électronique avec cette branche de l'artériole afférente qui ne rentre pas dans le glomérule. Voilà d'autres images dans un autre papier. Regardez l'artériole afférente avec une branche qui va pas entrer dans le glomérule et qui va rejoindre l'artériole efférente. Donc, il existe des shunts et ces shunts sont présents surtout au niveau des glomérules juxtamédulaires. Si on revient à nos moutons, encore une fois, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il avait mesuré le flux sanguin médulaire et corticale, eh bien, ils avaient retrouvé qu'il y avait une redistribution du flux sanguin rénal en faveur de la corticale avec une hypoperfusion médulaire. Et peut-être que cette hypoperfusion médulaire stimulait la réouverture de ces shunts intrarénaux et donc entraînerait une baisse du débit de filtration glomérulaire. Donc, c'était pour la physiopathologie. Maintenant, est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'on a des moyens pour prévenir cette atteinte rénale? La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de définir une population à risque. Bon, peut-être. Il y a certains même qui se sont amusés à développer des systèmes d'alerte aux médecins, c'est-à-dire ils leur envoyaient des messages comme quoi le malade X allait développer ou était à risque de développer une insuffisance rénale. Alors, ça n'a pas montré grand-chose. Ça, je le mets exprès pour les chirurgiens, notamment un chirurgien qui est parmi nous, au moins un. Ils ont montré qu'il n'avait pas d'effet, sauf dans les services de chirurgie, c'est-à-dire les médecins qui sont dans les services de chirurgie, on leur envoyait un message pour leur dire « Attention, votre malade, il est à risque de développer une insuffisance ou il a une insuffisance rénale », eh bien, c'était en défaveur, ils évoluaient mal, il ne faut pas les avertir, les chirurgiens, il ne faut pas leur dire parce qu'ils dialysent plus peut-être, ou en tout cas, leurs malades, ils ne vont pas bien. Alors, justement, est-ce qu'il faut définir cette population à risque? Je ne sais pas. Si on définit une population à risque, on va traiter le sepsis mieux, on va les prendre en charge mieux, on va optimiser la pression artérielle alors que dans l'autre groupe, on ne va pas l'optimiser? Je ne crois pas. Je crois qu'on fera la même chose, quelle que soit la population. Et donc ici, une proposition de prévention selon les 4 M. Le premier M, c'est un bon monitoring. Le deuxième M, c'est le maintien d'une circulation efficace, avec notamment le remplissage et les drogues vasoactives. Et je dirais 2 mots sur le remplissage, qui là aussi, c'est une grande controverse. Il y a de nouvelles études qui montrent que le remplissage de l'IRA septique, c'est néfaste pour le rein. Mais on continue à le faire parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. En tout cas, ce qui est recommandé, c'est de faire un remplissage en 4 phases. La première, une phase dite de sauvetage, avec un bon remplissage, mais vraiment dans les premières heures d'installation du sepsis. Et puis une phase d'optimisation et de stabilisation. Là, le remplissage sera adapté au monitoring du patient. Et puis une 4e phase où on a souvent besoin de diurétiques et d'épurer le malade pour baisser cette inflation hydrosodée. Alors, que disent les recommandations? Je vais passer rapidement qu'il faut remplir là aussi. Donc, les 3 premières heures, oui, il faut remplir 30 ml par kilo. Mais après, il faut adapter au monitoring, qu'il faut plutôt utiliser les cristalloïdes que les colloïdes, donc le sérum salé, et n'avoir recours à l'albumine que lorsqu'on a besoin vraiment de grandes quantités de cristalloïdes. Les hydroxyéthylamidons sont contre-indiqués. Ça, c'est une affaire conclue.
Pour les traitements vasoactifs, les recommandations, c'est la noradrénaline en première intention. Maintenant, là aussi, c'est une grande controverse puisque les nouvelles études montrent qu'au niveau rénal, la noradrénaline est peut-être même néfaste puisqu'elle aggraverait cette hypoperfusion médulaire rénale, contrairement à l'angiotensine 2 dont on a parlé tout à l'heure, qui est en bleu. Regardez, la noradrénaline baisse de façon significative la perfusion médulaire. Et donc, c'est ce qui a amené certaines équipes à proposer des protocoles d'épargne en catécholamine, notamment en utilisant la vasopressine, l'angiotensine 2 ou les agonistes au récepteur alpha-2 adrénergique. Le troisième M, c'est en minimisant les agressions rénales, tout ce qui est néphrotoxique. Et le quatrième M, c'est en traitant l'étiologie. Je terminerai par le traitement spécifique. Alors, il y a plusieurs molécules qui ont été étudiées, notamment tout ce qui a une valeur anti-inflammatoire, on va dire. La protéine C activée, les anti-TNF-alpha, les statines, l'érythropoïétine, beaucoup de choses qui ont été essayées, mais aucun bénéfice n'a été montré. Pour la corticothérapie, là aussi, il n'y a pas vraiment un grand bénéfice montré, mais les recommandations disent qu'en cas d'instabilité hémodynamique qui persiste malgré tout ce qu'on a dit, eh bien, on peut utiliser des bolus d'hydrocortisone. Il y a des molécules maintenant qui sont en train d'être essayées et dont les résultats sont assez prometteurs. L'hepsidine, la vitamine B1, la phosphatase alcaline. Peut-être, ça pourrait améliorer le pronostic de ces malades, mais pour l'instant, on n'a pas assez de données. Et donc, en conclusion, l'association sepsis, insuffisance rénale aiguë, c'est très fréquent, c'est très grave. Et le traitement de l'une dépend ou va dépendre de la prise en charge de l'une comment dirais-je, vous avez compris. Donc, voilà, donc il faut traiter les deux bien comme il faut. Et puis surtout, c'est qu'il n'y a pas encore, même si on a vraiment beaucoup avancé dans la physiopathologie, dans la compréhension de la physiopathologie, on a beaucoup d'éléments nouveaux qu'on ne connaissait pas avant. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de traitement spécifique qu'on pourrait dire, voilà, on va le donner en cas d'iraseptique. Et donc, mais on a beaucoup de choses prometteuses. Et je vous remercie, je m'excuse pour mes remarques. Merci beaucoup, madame. Professeur Qabbali, pour cette belle présentation et toutes ces précisions sur le plan physiopathologique. Est-ce qu'il y a des questions qui concernent cette première présentation? Docteur Lissri. Allez-y, je vais le dire au micro. C'est-à-dire que vous n'avez pas du sepsis, l'atteinte rénale, le sepsis par biais immunologique inflammatoire, sans qu'il y ait une pyélonéphrite, voilà, sans qu'il y ait une infection rénale, oui. Ça, c'est autre chose, oui. On parle du sepsis qui va induire une altération au niveau rénal. Voilà. Oui, ça c'est le sepsis sans qu'il y ait la localisation rénale. Voilà. Et la localisation rénale, c'est le rein, on va dire, pas septique. Ce sont des micro-abcès. Nous, on avait eu un cas à la suite d'une endocardite. Patient valvulaire, endocardite. Et bon, on avait fait la biopsie parce qu'on n'avait pas trop bien compris. Et on avait trouvé des micro-abcès. Le rein était truffé de micro-abcès. Ce dont tu as parlé, toi, tout à l'heure, c'est le rein septicémique. C'est un septicémie, et puis les conséquences rénales. D'ailleurs, tu as dit au début que le rein est... la phrase que tu as utilisée au début... C'est victime... voilà. Innocent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que l'angiotensin est commercialisé? Non, pas encore. Pas encore. C'est juste des essais. C'est pas encore... Oui, pour ce cas, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, dans la salle? Merci Nadia Bali.